Bonjour à toutes et tous, bonjour Jade, bonjour Sabrina. Bonjour Pierre, pas trop fatigué? Ça va, ça va, ça va. Bienvenue à tout le monde dans ce dernier webinaire du printemps de la formation. Alors on a du monde aujourd'hui, hein, il y a un tout petit peu plus de 1500 inscrits. Et aujourd'hui, on va parler des budgets, des financements et de la réglementation de la formation. Alors avant qu'on commence, pour celles et ceux qui suivent, qui ont choisi de suivre uniquement ce webinaire, je vous fais quelques rapides rappels sur notre outil et sur le fonctionnement dans le cadre du printemps. On utilise Livestorm. En général, il y a beaucoup de questions sur les financements et la réglementation. Donc, s'il vous plaît, pensez à mettre vos questions dans l'onglet questions. Comme ça, on pourra voter, trier pour répondre aux questions qui vous intéressent le plus. On est ensemble pendant une bonne heure. Vous recevrez les slides qu'on va diffuser, y compris celles qu'on n'aura pas forcément le temps de commenter. Il y a des slides qui sont assez complètes pour ça. Vous recevrez le replay et les slides dans un email à 18h aujourd'hui et quelques ressources complémentaires. Et on prendra du temps de questions-réponses entre 10 et 15 minutes à la fin de ce webinaire. Dans le cadre du printemps, c'est la dernière journée. Aujourd'hui, la thématique, vous l'avez compris, c'est financement et réglementation de la formation. Vous aurez aussi, dans un email à 18h, les témoignages de 4 responsables formation des entreprises Harmonie Mutuelle, AG6, le groupe Synergie et la branche AXA Climate qui expliqueront quel financement ils mobilisent, à quelle fin et pour quelles raisons. Et la semaine prochaine, vous recevrez un email récapitulatif avec tous les webinaires du printemps et à nouveau toutes les ressources et toutes les slides. On va passer aux présentations. Jade, à toi l'honneur. Est-ce que tu peux nous présenter Skills HR, pardon. Absolument. Donc moi c'est Jade, je suis responsable produit chez Skills HR. Et pour ceux qui peut-être nous connaissent déjà, Skills c'est le petit frère de Digiformat. Donc Skills c'est une solution qui simplifie le suivi de formation en entreprise et qui va en fait pour ça connecter les organismes de formation qui utilisent Digiformat justement à des entreprises qui ont un besoin de formation via essentiellement une marketplace qui permet aux entreprises tout simplement de trouver des formations et de faire des demandes de formation rapidement et de façon très fluide sur Skills. Qui ressemble à ça. Exactement, rendez-vous sur Skills HR si vous voulez découvrir le produit. Et aujourd'hui, je vais avoir un peu la double casquette Skills et Digiformat puisque je vais essentiellement parler des actualités pour les organismes de formation. Eh bien, merci Jade, et ravi de t'avoir à mes côtés pour décrypter ces sujets. Et bienvenue à toi, Sabrina. Merci Pierre. Alors Littler France, c'est un cabinet d'avocats assez récent. On a lancé le cabinet au 1er janvier 2023. On a fêté notre première année d'exercice. On est un cabinet déjà très structuré parce qu'on a effectivement plus de 80 professionnels de plein exercice. Et donc, c'est un cabinet qui fait essentiellement du droit social et dans lequel on a structuré un pôle d'expertise dédié aux acteurs de la formation professionnelle. Et c'est un pôle, évidemment, que j'ai en charge de diriger, de développer avec mon associé Léa Rameau. Et dans ce cadre-là, effectivement, on accompagne l'ensemble des acteurs de la formation, que sont à la fois les entreprises, en tant qu'employeur, mais aussi l'ensemble des organismes de formation, les CFA, les écoles et les financeurs de cet écosystème qu'on a vocation également à accompagner. Merci Sabrina. Et puis moi, c'est Pierre Monclos. Alors je fais une présentation très courte pour celles et ceux qui n'auraient pas assisté à la présentation de la mienne et celle de Youno. Donc moi, je fais une veille depuis 11 ans maintenant sur les évolutions qui touchent à la formation professionnelle pour les restituer dans des événements comme ceux-ci et pour faire en sorte que l'offre de formation Youno soit la plus à jour des attentes des entreprises, mais aussi de la réglementation et compatible avec les financements dont on va parler, puisque Youno, ça fait 11 ans qu'on est spécialisé dans la formation 100% à distance, dans des parcours mixtes ou live, notamment dans les domaines de l'efficacité professionnelle et des soft skills, du management et depuis un peu plus d'1 an, de l'impact des IA génératives sur les outils, les compétences, les métiers et le travail quotidien. C'est devenu notre 3e gamme en 1 an, tant les sujets sont d'actualité et bougent vite. Donc, ravi d'échanger avec vous s'il y en a qui ont des besoins, d'autant plus qu'on va parler un petit peu du FNE formation et ça fait partie des projets qui sont éligibles au titre de la catégorie transition numérique. On en reparlera tout à l'heure. On va démarrer sans plus tarder. On a découpé ce webinaire en 2 parties. On va d'abord faire un gros focus sur tout ce qui touche à l'actualité des financements de la formation professionnelle au sens large. Et puis, dans une 2e partie, on fera un zoom sur l'actualité légale, notamment à venir,
et une ou plusieurs jurisprudences selon le temps qui nous restera, qui concerne la formation professionnelle avant de passer aux questions-réponses. On va donc commencer avec l'actualité des financements. Juste avant, pour vous donner un ordre de grandeur, dans l'enquête que vous avez été très nombreux et nombreuses à remplir, je vous ai mis ici les réponses et les pourcentages, sachant que dans la première question, on pouvait cocher plusieurs réponses. C'est pour ça que la somme ne fait pas 100%. On vous a demandé 2 choses. En 2024, quel financement public avez-vous déjà ou comptez-vous mobiliser? Et donc, il y en a qui... 31%, aucun financement public. Le CPF autonome, donc vous comptez mobiliser le CPF de vos salariés, mais sans faire de l'abondement, que ce soit en temps ou en argent. Le CPF co-construit, vous êtes 26% à l'avoir ou à compter le mobiliser, c'est-à-dire proposer un abondement financier en complément de la mobilisation du CPF du collaborateur. Attention, ce chiffre, il peut paraître trompeur parce qu'on se dit un quart des entreprises comptent le mobiliser cette année, mais c'est rarement pour énormément de salariés. Parfois, c'est juste pour quelques salariés sur des projets très spécifiques. Donc, ça ne représente pas des montants, ce n'est pas très représentatif en quantité. Pareil pour le FNE formation, vous êtes beaucoup à compter le mobiliser ou à l'avoir mobilisé quand vous pouviez jusqu'en mars, on va en reparler. Est-ce que tout le monde pourra effectivement le mobiliser au regard des fonds qui seront disponibles et des critères d'éligibilité qui vont peut-être évoluer? Rien n'est moins sûr. Et puis l'enveloppe plan au sein de votre OPCO, là vous êtes beaucoup à souhaiter le mobiliser. On entrera dans les détails de ce que vous pouvez faire. Et sur les évolutions du budget formation, là, mon commentaire il sera plus rapide. C'est que globalement, c'est stagnant puisque les légèrement en baisse, les légèrement en hausse sont équivalents et vous êtes 46% d'entre vous à avoir un budget qui a été reconduit d'année en année. Après le Covid, il y avait plutôt eu des baisses. Là, vu que vous êtes quand même 627 personnes à avoir répondu, je pense que c'est plutôt objectif on a des budgets qui stagnent en formation. D'où les besoins d'aller toujours chercher un peu plus de financement public, puisqu'en général, les besoins en formation, ils augmentent d'année en année, même si les budgets peuvent stagner. Voilà pour les quelques chiffres et conclusions qu'on peut en tirer à chaud. Et on va passer à la première partie, sauf si Sabrina ou Jade, vous avez un complément et un commentaire sur ces chiffres. Non, pas encore. Je pense qu'on va avoir largement de quoi discuter des chiffres tout au long de la présentation. Ok, et bien alors c'est parti. Première partie, l'actualité des financements de la formation. Et je te donne la parole, Jade, et je vais mettre les slides en grand pour qu'on voit bien tout le détail. Absolument. Alors, on commence par une petite partie état des lieux. Au cas où vous ne le sauriez pas, sur France Compétences, maintenant, en fait, ils ont un onglet Observatoire où ils publient régulièrement les chiffres de la formation professionnelle et donc en particulier la façon dont l'argent est utilisé et comment les entreprises forment leurs salariés. Je vous partagerai le lien si ça vous intéresse. Moi, je suis allée regarder du côté des OPCO, comment est-ce que les financements publics sont utilisés pour former les salariés en France. Et donc, on a quelques stats un petit peu intéressantes sur la façon, donc là, ça se passe sur l'année 2022. Et donc, il faut savoir qu'en 2022, on a un peu plus de 4 millions de salariés français qui ont été formés en bénéficiant de financements publics ou mutualisés. Les OPCO, sans surprise, en fait, ont des sources de financement qui viennent essentiellement des entreprises. Et depuis en fait 2020, ils ont également une source de financement assez conséquente qui représente quasiment 30% de leur enveloppe de financement, qui est le FNE formation, et qui est ensuite complété donc, dans les sources de financement, mais beaucoup plus petit, moins de 10% par les régions et la GFIF. Du côté des entreprises, du coup, qui font financer leur formation en faisant appel à des fonds publics, comment ça se passe en termes de répartition du financement? Donc ça, c'est pareil, pour vous aider à voir si vous êtes dans la moyenne ou pas. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, en fait, en général, elles arrivent à faire prendre en charge leur formation à hauteur de 3/4 du financement. Donc les entreprises payent 1/4 de la formation et le ratio est inversé pour les entreprises de plus de 50 salariés, où là, du coup, ce sont les entreprises qui payent 3/4 de la formation et qui arrivent à se faire financer 1/4 de la formation. Les deux sources de financement majeures, quand on est une entreprise qui veut financer des formations, c'est le plan de développement des compétences, évidemment, essentiellement donc pour les entreprises de moins de 50 salariés, et le FNE formation. Pierre, est-ce que... Ah, merveilleux. Petit zoom du coup sur le FNE formation, puisque la transition est gérée, comme vous le voyez, d'une main de maître. Le FNE formation, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est un dispositif temporaire, puisque du coup, il n'existe que depuis 2020
En fait, à l'origine, le FNE Formation, c'était une enveloppe qui était censée aider les entreprises en travail partiel à cause du Covid à former leurs salariés en attendant. En fait, à l'issue, bon, alors déjà la crise Covid s'est un petit peu éternisée, et du coup, on s'est rendu compte que le FNE Formation, c'était une enveloppe budgétaire qui était parfaite pour toutes les entreprises qui avaient des challenges de transition. Donc aujourd'hui, le FNE Formation, en fait, on l'utilise sur les transitions numériques, les transitions agricoles et également tout ce qui est écologique, donc les transitions écologiques, les enjeux climatiques. Et puis, évidemment, sur l'année 2023, ça a été essentiellement utilisé pour la préparation des Jeux Olympiques. Je m'attarde pas trop sur le FNE Formation parce que, mauvaise nouvelle pour vous si vous n'avez pas été trop concentré là-dessus, mais l'attribution, les dossiers pour bénéficier du FNE Formation pour les budgets de 2023 sont terminés. En fait, je crois que les OPCO les plus tardifs, en fait, acceptaient des dossiers jusqu'au 30 mars. Mais en l'occurrence, si vous n'aviez pas déposé de dossier avant, c'est cuit pour cette année. Mais rendez-vous en juin, puisqu'en général, c'est à ce moment-là que les enveloppes sont de nouveau décidées et qu'on saura si le FNE Formation est reconduit et pour quel montant, pour quel OPCO. Et parfois, Pierre, est-ce que ce sujet-là? Alors parfois on a même les infos en live puisqu'on a plein de gens d'OPCO qui suivent nos webinaires et notamment celui-ci. Moi, des dernières informations que j'ai eues, je ne sais pas situer entre avril et juin quand est-ce que les OPCO vont ouvrir à nouveau et est-ce qu'il y aura des évolutions dans les critères d'éligibilité. L'enveloppe pour l'année 2024 qui serait a priori, je vais prendre des pincettes, la dernière année du FNE Formation. Peut-être que les années prochaines, ce sera via d'autres fonds. Je ne sais pas encore la forme que ça pourrait prendre. Et en général, quand c'est ouvert en cours d'année, c'est disponible pour les projets dès que l'enveloppe est ouverte et souvent pour des projets qui peuvent aller jusqu'à l'année prochaine. Est-ce que ce sera jusqu'à juin 2025 ou décembre 2025? Vu que c'est la dernière année, peut-être que ça va changer. Donc, je serai un peu moins optimiste que les années précédentes sur l'ampleur des fonds FNE. Les critères d'éligibilité, j'imagine que la transition numérique va rester parce qu'avec l'impact de l'intelligence artificielle, typiquement, nous, 90% des projets où il y a du financement fonds FNE, c'est sur l'impact des intelligences artificielles. Et donc, je serai un peu plus pessimiste sur est-ce que vous pourrez en bénéficier aussi facilement, est-ce qu'il y aura des montants aussi gros et est-ce que les enveloppes de certains OPCO ne seront pas épuisées un peu plus vite que les années précédentes. J'ai mis du conditionnel parce qu'en fait, c'est difficile d'avoir des informations là-dessus. Donc, s'il y a des représentants d'OPCO qui ont un petit peu plus d'infos, qui veulent les partager, soit dans le chat maintenant, soit par email, je suis preneur. Et si toi, Sabrina, tu as d'autres informations complémentaires, c'est le moment de nous en parler. Sinon, on passe au point suivant. Non, allons-y, j'en ai pas. Ok. Donc, la meilleure, si on n'a pas d'autres informations d'ici là, c'est le conseil de Jade. Contactez votre OPCO pour savoir quand est-ce que vous aurez plus d'infos là-dessus. De manière générale, c'est une bonne pratique à avoir, mais en fait, les OPCO, c'est littéralement leur boulot. Donc, quand on est RH, il faut avoir un interlocuteur fixe dans son OPCO et être son meilleur copain. C'est le meilleur moyen de savoir. En fait, de comprendre comment ça fonctionne et d'être orienté vers les meilleurs dispositifs de financement et ce qui est le plus adapté en fait aux besoins de l'entreprise, quoi. Petit focus du coup, suite FNE Formation et donc autre gros poste de dépenses pour les OPCO, c'est le fameux plan de développement des compétences qui est à destination des entreprises de moins de 50 salariés et qui nécessite pour en bénéficier que le prestataire de formation ait la fameuse certification Calliope. Alors, la certification Calliope, elle existe depuis 2018-2019 maintenant, si je dis plus de bêtises. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de réexpliquer forcément ce que c'est. Mais par contre, il y a un nouveau guide de lecture sur la certification, la certification Calliope qui est sorti. Et je vous ferai un focus là-dessus tout à l'heure. Pierre, tu voulais compléter peut-être sur le plan de développement des compétences? En fait, oui, pour être très clair, parce que souvent on se dit, moi, si je suis une entreprise de plus de 50 salariés, j'ai droit à rien. Alors en fait, c'est souvent plus compliqué que ça, mais c'est vraiment une jungle, la jungle des financements de la formation, parce que pour les plus de 50, parfois vous pouvez avoir une enveloppe plan quand il y a des fonds régionaux, conventionnels. Il y a tellement de spécificités que je vais même pas donner d'exemple, mais ça dépend vraiment de beaucoup d'éléments, de votre convention collective, de votre branche, de votre OPCO. Donc, souvent, posez la question, même si vous êtes une entreprise de plus de 50. Et n'oubliez pas
qu'en complément de ce qu'on appelle l'enveloppe plan, il y a aussi les actions collectives qui ne se substituent pas à votre budget de l'enveloppe plan. Les actions collectives, c'est quoi pour faire simple? C'est des places. Alors, en général, vous avez un nombre de crédits. J'utilise le mot crédit, mais vous avez droit à, quand on est une entreprise, chez Youno l'an dernier, pour une trentaine de salariés, on avait droit à 5 places actions collectives. Donc, ça veut dire que je pouvais envoyer 5 salariés sur 5 sessions de formation différentes sur des formations qui sont référencées par les OPCO. Et pour celles et ceux qui sont des organismes de formation ou des organismes de formation interne ou universités d'entreprise qui parfois essaient de se faire référencer, bon ben là, ça passe par appel d'offres. C'est un travail assez dense et avec beaucoup de critères de sélection. Donc, tout le monde ne peut pas être éligible à ces actions collectives, contrairement à l'enveloppe plan, où là, c'est l'OPCO qui va juste vérifier qu'on est sur une vraie action de formation, qu'on a un organisme qui détient Calliope, comme tu l'as dit, Jade. Et là, c'est un petit peu plus facile à obtenir, mais c'est à la portée de moins d'entreprises. Et du coup, les fameuses actus Calliope. Donc, je vois dans le chat que vous m'avez reprise. Calliope est entrée en vigueur en janvier 2022. Autant pour moi, c'est vrai qu'en fait, on en parlait depuis 2018. Et nous, du coup, côté Digiformat, en fait, les gens pouvaient commencer à se faire certifier quasiment depuis fin 2020. Et donc, du coup, Calliope, comment ça fonctionne? Pour un organisme de formation, c'est à peu de choses près une liste de 32 indicateurs sur lesquels, en fait, un auditeur va passer et va vérifier indicateur par indicateur que l'organisme de formation a bien les éléments de preuve qui prouvent qu'il a bien transmis à l'apprenant en amont de la formation comment la formation allait se dérouler, qu'il a bien mesuré l'acquisition des compétences de la part de l'apprenant, qu'il est bien capable de mettre en œuvre un parcours spécifique dans le cadre d'un apprenant en situation de handicap. Bref, en fait, c'est une liste d'indicateurs et il faut avoir des preuves à produire. Il se trouve que certains indicateurs sont plus flous que d'autres. Heureusement, le guide de lecture, du coup, la V9 du guide de lecture qui entre en vigueur là à partir d'avril, permet justement aux organismes de formation d'y voir un petit peu plus clair sur certains indicateurs. Donc fondamentalement, ça ne change rien à la certification Calliope et à ce qu'il faut faire. Donc avoir, de toute manière, Calliope, c'est des processus clairs. Mais par contre, ça donne un petit peu plus de visibilité sur certains indicateurs qui ont toujours été, qui sont ceux qui font le plus débat dans les communautés d'organismes de formation. Par exemple, en fait, l'indicateur qui était qui portait le plus problème pour les organismes de formation, c'était le fameux indicateur qui indiquait qu'on faisait bien des enquêtes de satisfaction auprès des financeurs. Et alors, bon courage pour le coup, on parle de financement, bon courage pour obtenir une réponse après chaque formation à son enquête de satisfaction du financement de la part de son OPCO ou des subventions, des différentes prestataires de subventions dont on a pu bénéficier. Donc cet indicateur-là en particulier a été allégé. Maintenant, il faut prouver qu'on l'a fait une fois par an et qu'en parallèle, par contre, on se forme de façon continue sur l'actualité des financements. Donc par exemple, le fait que vous ayez participé à ce webinaire prouve que vous êtes formé sur l'actualité des financements, que vous suivez ce qui se passe dans votre OPCO, et donc du coup, c'est un critère, ça permet de valider cet indicateur plus facilement. Au niveau de la certification, alors ça pareil, ça a fait couler de l'encre dans le secteur de la formation professionnelle. En fait, notamment au niveau de la sous-traitance, donc ça, Sabrina, c'est toi qui vas revenir dessus. Mais du coup, quand on est un organisme qui certifie ses formateurs, effectivement, Calliope devient un petit peu plus, en tout cas le guide de lecture, est un petit peu plus précis sur ce qu'on attend de l'organisme de formation / certification, en particulier du coup sur la communication à l'apprenant de ce que sa certification va lui apporter, le suivi qualité, donc au-delà de la satisfaction, c'est les taux de réussite, l'impact de la formation. Et enfin, du coup, il faut s'assurer qu'il y ait une conformité entre le référentiel de formation et le référentiel de certification. Les autres modes de financement, pour continuer rapidement, alors du coup, on a l'AFEST d'un côté. Alors l'AFEST, c'est des actions de formation en situation de travail. Il n'y a pas vraiment de nouveauté, mais en fait, j'aime bien le rappeler, puisque l'AFEST, c'est un peu mon dada. On n'en parle pas assez, parce que en fait, c'est assez peu connu, et c'est assez contraignant, tout simplement parce que en fait, ça demande de faire... C'est une façon, on va dire...
c'est une modalité de formation qui est très intéressante quand on a en particulier des compétences spécifiques dans son entreprise qu'on sait qu'on ne peut transmettre que par de la formation interne. Donc voilà, je me permettais de vous le rappeler parce que la FEST, en fait, on le connaît peu, cette modalité de formation, alors qu'en fait, elle est très appréciée, en particulier par les OPCO. Et c'est un moyen, en fait, au-delà du fait de former, c'est un moyen de valoriser les compétences qu'on a en interne. Et la FEST, en fait, du coup, c'est une modalité de formation qui a un impact pour les formés, mais également pour les formateurs, puisque du coup, ça permet énormément de valoriser les salariés en interne qui vont pouvoir transmettre des compétences très spécifiques qu'ils possèdent. Et petit arrêt sur la VAE. Donc la VAE, ça fait quelques années maintenant que l'État essaye de lui redonner un petit coup de jeune parce qu'ils se sont rendus compte évidemment que personne n'en faisait. C'est extrêmement flou le parcours à faire pour faire de la VAE. Peu de personnes en bénéficient. Et donc du coup, ils ont lancé une expérimentation qui s'appelle France VAE, qui était en bêta jusqu'à juillet de l'année dernière, et qui avait pour objectif de faciliter les parcours d'accès à la VAE. Et donc, elle est sortie de bêta depuis juillet. Elle a actuellement 200 certifications. Donc, l'objectif, c'est évidemment d'en rajouter plus. Et l'information intéressante, c'est que pour les organismes de formation, c'est une opportunité puisque ça rajoute un statut qui est le statut d'architecte accompagnateur de parcours qui fait de l'organisme de formation un accompagnant pour la personne qui souhaite bénéficier d'une VAE. Donc, du coup, c'est en fait l'organisme de formation qui va accompagner la personne qui souhaite bénéficier d'une VAE, s'occuper de gérer les financements, construire son parcours, gérer les interactions avec l'entreprise. Et donc, du coup, tout ça, ça se passe sur France VAE. Et c'est un sujet qui est, pour le coup, tout neuf. Ça vient de sortir du four et n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le site et notamment poursuivre en fait, les arrivées des nouvelles certifications qui se rajoutent au fur et à mesure. Merci, Jade. Ouais, sachant que sur le sujet VAE, j'en profite pour vous indiquer qu'il y a un décret qui a été publié ce matin sur la composition du jury dans le cadre d'une VAE, au moins 2 personnes, nous dit texte réglementaire. C'est un texte réglementaire qui a été pris en application de la loi de 2022 sur la VAE. Donc c'est un texte qui était quand même attendu et qui vient aussi nous préciser, conformément à la dernière réforme, que maintenant la durée du congé de VAE est bien portée à 48 heures et non pas 24 heures. Là aussi, on avait encore un écart entre ce qui était écrit dans la nouvelle loi et dans les anciens décrets d'application. Donc ça permet de bien mettre à jour les dispositions du Code du travail. Voilà. Et pour compléter ce que tu disais, Jade, sur la FEST, c'est vrai que la FEST, il y a 3 ans ou 4 ans, on en parlait énormément. Au final, il n'y a pas autant de projets que le buzz que ça a fait, parce que ça reste pas facile à mettre en place. Et donc, les entreprises aujourd'hui qui le mettent en place, au-delà du fait qu'elles peuvent obtenir des financements OPCO, le font parce qu'elles ont beaucoup tu l'as cité, des compétences techniques propres à leur secteur, à leur entreprise, mais qu'elles ont beaucoup de salariés à former là-dedans. Et donc, le volume justifie l'investissement sur le parcours très spécifique pour cocher toutes les cases, qui fait qu'on est bien dans un dispositif à FEST, parce que la loi prévoit quand même de respecter un certain nombre de critères. Merci Jade pour ces éléments, et je te passe la main à Sabrina avec le CPF. Eh bien, avec grand plaisir. Je vous mets juste la référence dans le chat du décret en question, que vous retrouverez sur Légifrance, mais je vous mets juste la référence, numéro 3322, si je ne me trompe pas. Voilà, hop. Vous l'avez. Alors, CPF sous-traitance, donc le décret que je vous ai mis dans le chat, c'est le décret relatif à la VAE dont je viens de parler. Autre grande nouveauté qui a fait un peu beaucoup parler d'elle, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est le décret sous-traitance. Alors, c'est un décret qui a effectivement été publié en fin d'année dernière, qui vise à encadrer encore davantage les conditions de recours à la sous-traitance pédagogique par les organismes de formation qui proposent des offres référencées sur la plateforme EDOF. Autrement dit, ce dont je vais parler là, ce sont des règles plus strictes pour les organismes de formation lorsqu'ils recourent à de la sous-traitance pédagogique, mais uniquement dans le cadre du CPF. D'accord ? Ce qu'on se dit là n'est pas applicable quand vous proposez des formations en dehors du CPF. Déjà, c'est un premier point qui est important de préciser. Très clairement, le texte pose des conditions plus restrictives qu'auparavant. Elles sont applicables depuis le 1er avril dernier. Et donc, en substance, les règles sont les suivantes. Alors, j'ai mis en couleur rouge, clairement, ce qui s'apparente à des règles plus strictes, et en vert,
dans les bulles de gauche, vous avez 2 cas dérogatoires qui apportent en fait des assouplissements par rapport à ces nouvelles règles plus contraignantes. Alors, le principe déjà, c'est quand un organisme de formation référencé sur EDOF recourt à la sous-traitance, il doit formaliser un contrat de sous-traitance écrit avec un certain nombre de mentions obligatoires, et ce contrat doit pouvoir être transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'organisme de formation référencé. L'organisme de formation ne peut pas recourir à un sous-traitant qui aurait été par ailleurs déréférencé par la CDC en tant qu'organisme de formation inscrit sur la plateforme. Et il ne peut pas davantage recourir à la sous-traitance en cascade. Ça veut dire quoi? C'est quand le sous-traitant recourt lui-même à un sous-traitant de 2e niveau, on parle dans ce cas-là de sous-traitance en cascade. Eh bien, dans le cas du CPF, ce recours à des sous-traitances de plusieurs niveaux est donc interdit. Autre grande nouveauté, il faut, quand on est organisme de formation référencé sur la plateforme et qu'on a donc vocation à générer du chiffre d'affaires avec la Caisse des dépôts et consignations via le CPF, eh bien, on peut recourir à de la sous-traitance de 1er niveau, mais dans une certaine limite. Et cette limite, elle a été définie par un certain nombre de textes à hauteur de 80% du chiffre d'affaires généré par l'organisme de formation sur la plateforme EDOF. Donc, on regarde uniquement le chiffre d'affaires généré par l'organisme de formation référencé via la plateforme EDOF, donc au titre du CPF, et on regarde ce chiffre d'affaires-là, et bien on considère que c'est maximum 80% de ce chiffre d'affaires qui pourra être sous-traité à un organisme de formation sous-traitant, donc les 20% restants devant être assurés en propre par l'organisme référencé. Alors, réalisé en propre, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est des formations animées par des salariés permanents d'organismes de formation, des salariés mis à disposition, des salariés qui ont la qualité de formateurs occasionnels, des salariés qui interviennent notamment dans le cadre de CDD d'usage. Donc, il y a plein de modalités, des formes juridiques possibles d'intervention de ces formateurs. Le tout, c'est qu'effectivement, il ne faut pas qu'ils soient sous-traitants pour les 20% restants du chiffre d'affaires généré sur la plateforme. Autre grande règle très contraignante, via le CPF, il faut que vos sous-traitants pédagogiques soient eux-mêmes certifiés Calliope. Alors non seulement il faut avoir un NDA, un numéro de déclaration d'activité, ça vaut d'ailleurs pour tous les types de sous-traitance pédagogique, même en dehors de la plateforme EDOF, même en dehors du CPF, l'administration, et on a une doctrine bien établie désormais, exige que les sous-traitants pédagogiques détiennent tous un numéro de déclaration d'activité. Mais encore, via le CPF, on exige en outre qu'ils aient une certification Calliope. Alors, il y a quelques exceptions. C'est la bulle de gauche en vert que vous retrouvez là sur mon rapide schéma. Effectivement, le sous-traitant, lorsqu'il a le statut de micro-entrepreneur, il n'aura pas besoin d'être certifié Calliope. Alors, attention tout de même, il faudra quand même qu'il ait un numéro de déclaration d'activité, mais il n'aura pas besoin d'être certifié Calliope. Autre règle, une sorte d'aménagement là de ces nouvelles contraintes, le sous-traitant n'aura pas besoin d'être lui-même habilité par l'organisme certificateur lorsqu'il anime une partie de la formation et pas l'intégralité de la formation qui prépare à l'obtention soit de la certification en totalité, soit un bloc de compétences d'une certification inscrite au RNCP. Bon, ça veut dire que dans le cas contraire, si vous avez un sous-traitant pédagogique avec un NDA certifié Calliope qui anime sur l'intégralité d'une formation qui correspond soit à la totalité d'un bloc, soit à la totalité d'une certification, eh bien désormais, non seulement le sous-traitant, il a un NDA, il est certifié Calliope, mais en outre, il faudra également que lui-même soit habilité par l'organisme certificateur si c'est pas l'organisme de formation référencé sur la plateforme qui est lui-même organisme certificateur. Donc là aussi, une contrainte supplémentaire nouvelle qui s'ajoute. Et effectivement, on voit bien qu'on a quand même là des conditions particulièrement restrictives quand même, s'agissant des conditions de recours à la sous-traitance dans le cadre du CPF. J'en ai terminé sur la thématique CPF. J'en profite juste pour vous glisser le fait, parce qu'effectivement, Pierre me le faisait remarquer, j'ai pas fait de slide sur le sujet, mais parce que à force d'attendre ce fameux décret qui n'est toujours pas publié, ça fait maintenant plus de 2 ans, voilà, j'attends qu'il soit publié. C'est s'agissant du fameux reste à charge dans le cadre du CPF. Vous le savez, c'était une loi de finances qui posait de 2022-2023, qui posait le principe d'un reste à charge dans le cadre du CPF
pour le titulaire du compte, sauf cas particulier, les demandeurs d'emploi et le cas de l'abondement par l'entreprise. Et on attend toujours aujourd'hui un décret d'application venant nous préciser les conditions dans lesquelles ce reste à charge devrait être mis en œuvre. Voilà. Donc le décret n'est toujours pas publié à date. Il est annoncé pour avril aux dernières nouvelles, donc rendez-vous en mai pour voir si ça s'est publié. C'est ça. Je ne vais pas vous dire, il y a un an, on se disait déjà un peu la même chose. Mais bon, il devrait effectivement, avec ces remaniements ministériels que nous avons eus depuis, ces tergiversations entre le ministère de l'économie et le ministère du travail, on devrait là effectivement, a priori, être au bout de l'histoire et on devrait effectivement voir un texte publié prochainement. Alors, je vous propose de passer sur l'alternance. Les nouveautés en matière d'alternance, donc là, c'est effectivement le sujet qui concerne donc les formations dispensées dans le cadre des contrats de professionnalisation, mais aussi à titre principal du contrat d'apprentissage, dont on parle encore beaucoup, puisque je vous le rappelle, c'est un des principaux axes qui était d'ailleurs porté déjà par la loi de 2018, mais qui est encore largement soutenu par le gouvernement actuel. Et c'est parfaitement incarné par le fait que les aides à l'embauche ont été maintenues pour 2024. Alors, sur ces aides à l'embauche, un petit distinguo, et vous avez les 2 slides concernés, les slides 24 et 25 qui distinguent bien le sujet. Pour les petites entreprises, moins de 250 salariés, qui embauchent des apprentis de faible niveau, enfin niveau infra-bac, infra ou égal au bac, on a une aide qui n'est pas une aide exceptionnelle. En fait, c'est une aide unique, montant 6 000 € maximum pour la première année d'exécution du contrat. Et cette aide, elle est entre guillemets gravée dans le marbre, dans le sens où on a des textes réglementaires que l'on retrouve bien codifiés, notamment en expression du Code du travail. À l'inverse, la deuxième aide, qui est applicable pour les autres catégories d'entreprises et de salariés embauchés, celle-ci, elle reste quand même exceptionnelle. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'y tromper. Elle n'est applicable à nouveau que pour l'année 2024. Et donc, il s'agira d'observer ce qui se passe pour l'année suivante, 2025. Voilà, donc c'est le même montant, 6 000 €, première année d'exécution du contrat toujours. Et là, ça couvre à la fois les contrats de pro-diplômant, les contrats d'apprentissage, quel que soit le niveau préparé, et ça couvre toutes les entreprises. Donc effectivement, pour les grandes entreprises, elles sont également bénéficiaires de cette aide. La seule subtilité, c'est que pour les grandes entreprises à partir de 250 salariés, elles devront justifier qu'elles ont fait un effort en termes de recrutement et d'insertion de ces alternants, elles vont devoir justifier qu'elles ont atteint un quota d'alternants au 31 décembre de l'année 2024, d'au moins 5% au regard de leurs effectifs annuels moyens, ou au moins de 3% si c'est corrélé à une progression d'au moins 10% d'alternants par rapport à l'année N-1. Ce que je vous décris là, c'est exactement la même règle que celle qui est applicable en matière de CSA, pour déterminer si ces mêmes catégories d'entreprises sont redevables de la contribution supplémentaire à l'alternance chaque année. Donc, on applique les mêmes règles. Voilà, dernier sujet sur l'alternance. C'est quand même un sujet d'actualité et voilà, j'y passerai pas trop de temps, mais enfin, malgré tout, c'est quand même intéressant de souligner que les financeurs paritaires que sont les OPCO ont désormais des prérogatives de contrôle qui sont renforcées. Alors, pour l'ensemble des organismes de formation et CFA, mais en particulier pour les CFA. Et ça résulte effectivement d'un décret qui a été publié assez récemment et qui vient nous dire que désormais, les OPCO peuvent faire des contrôles qualité en même temps que des contrôles de service faits, que ces contrôles qualité peuvent se faire notamment sur place, et que les OPCO ont désormais la possibilité d'effectuer un signalement auprès de l'organisme certificateur ou l'instance de labellisation lorsqu'ils considèrent qu'il y a des manquements observés s'agissant des indicateurs et critères Calliope. Et enfin et surtout, ça c'est tout à fait nouveau dans le cadre de l'apprentissage, un OPCO pourra désormais refuser la prise en charge ou interrompre les financements d'un CFA qui serait entre guillemets dysfonctionnel ou qui ne respecterait pas le cadre légal de la prise en charge. Donc ça c'est effectivement nouveau parce qu'auparavant l'OPCO était parfois un peu démuni lorsqu'il avait un CFA dysfonctionnel. Eh bien il n'y a pas vraiment les moyens, en tout cas sur le plan juridique, effectivement de pouvoir interrompre les financements. Et donc ça c'est quelque chose qui a été régularisé depuis l'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2023. Alors, je vous propose maintenant de passer à l'actualité légale et jurisprudentielle. Alors, je vous rassure, je vais
faire en sorte de bien veiller au temps qui est imparti pour qu'il y ait quand même un temps d'échange sur les questions-réponses, que je vois quand même un certain nombre de questions défiler dans la rubrique questions et non pas chat d'ailleurs. Faites bien attention à les reporter dans la rubrique questions. Une prochaine loi travail, alors qui n'est pas encore publiée, donc je vais quand même passer rapidement, mais malgré tout, c'est quand même intéressant de rappeler qu'on a un projet de loi dans les tuyaux. Ce ne sera pas une réforme dédiée à la formation professionnelle, puisque c'est une réforme qui devrait être axée sur le sujet de la reconversion professionnelle, et aussi d'ailleurs plus globalement sur le sujet de la prévention de l'usure professionnelle au travail, puisque vous le savez, avec la dernière réforme, on a allongé la durée de vie au travail avec la réforme des retraites, et désormais il s'agit de s'intéresser à la question de savoir comment mieux aménager les temps de travail et prévenir la prévention de l'usure professionnelle. Donc les partenaires sociaux ont été invités par le ministère du Travail à engager des négociations au niveau interprofessionnel, et ça a été matérialisé par la remise d'un document d'orientation qui s'est intitulé « Sur le nouveau pacte de la vie au travail ». Un document qui a été remis en janvier dernier, qui est consultable sur Internet, notamment sur le site du ministère du Travail. Alors, c'est un peu pas un cahier de doléances, mais en gros, c'est la feuille de route qui est rédigée par le ministère du Travail et qui invite les partenaires sociaux à ouvrir des négociations sur un certain nombre d'items, qui sont globalement ceux que je vous ai exposés, autour des reconversions professionnelles et de l'emploi de la gestion des seniors. Alors, dans ce cadre-là, il est notamment question de créer un nouveau cas d'usage du contrat de professionnalisation. Donc, il est possible, à l'issue de la négociation qui est actuellement en passe d'ailleurs d'être bouclée par les partenaires sociaux, que tout ceci soit repris dans le cadre d'un projet de loi qui devrait être présenté au Parlement au cours du deuxième semestre 2024 et donc aboutir in fine à une nouvelle loi dite travail, on verra comment elle s'intitulera, et qui pourrait notamment comporter des nouveautés en matière de formation. Alors, sur le sujet du contrat de pro, le sujet c'est quoi ? C'est d'envisager effectivement de créer un nouveau cas d'usage du contrat de pro pour permettre que celui-ci puisse être mobilisé par des salariés déjà en poste, en CDI, pour finalement suspendre leur contrat de travail, conclure un contrat de pro dans une logique de reconversion professionnelle. Alors évidemment, si ce dispositif voit le jour, vous pensez bien qu'on viendra là purement et simplement remplacer la PROA, potentiellement l'expérimentation de transition collective, voire le projet de transition pro. Alors, je suis un peu plus sceptique sur le fait que ça viendrait remplacer purement et simplement le projet de transition pro, mais pour des raisons qui sont très juridiques et techniques, donc je ne vais pas du tout rentrer dans le débat, mais je suis un peu plus sceptique sur ce remplacement-là. Voilà. Et s'agissant de la négociation des partenaires sociaux, je vous ai fait une petite slide un peu synthétique pour vous dire un peu comment ont avancé de leur côté les partenaires sociaux. On a un ANI, donc un accord national interpro, du 10 avril, donc il est tout frais, et qui est ouvert à la signature des partenaires sociaux, qui s'intitule « En faveur de l'anticipation et de l'accompagnement des transformations du travail et de l'emploi ». Donc là, on a maintenant une feuille de route très claire à la côté partenaires sociaux qui ont exprimé leur souhait d'évolution de la loi, à voir évidemment ce qu'en fera le législateur. Je vous rappelle quand même que la loi de 2018, elle avait été précédée d'un ANI, d'un accord national interpro. Autant vous dire que globalement, à l'époque, en 2018, le législateur n'a globalement pas repris une ligne de ce qu'avaient négocié les partenaires sociaux. Il n'y a pas d'obligation pour le législateur de reprendre ce qui est négocié par les partenaires sociaux, mais en tout cas, là, on a une intention très forte des partenaires sociaux, vous le voyez, d'adapter d'ailleurs l'entretien professionnel, qui serait rebaptisé selon leur vœu entretien parcours professionnel, qui aurait vocation à se tenir tous les 5 ans et non plus de façon biennale. Les partenaires sociaux proposent de créer un nouveau cas d'usage intitulé Parcours d'évolution professionnelle, le PEP, qui viendrait là remplacer le PTP actuel, le projet de transition pro. On a bien la reprise, effectivement, potentiellement de cette idée de pouvoir suspendre un CDI de droit commun pour conclure un contrat de pro. Et enfin, les partenaires sociaux souhaiteraient que les prérogatives des OPCO soient élargies et qu'ils aient davantage de budget, notamment pour accompagner les entreprises entre 50 et 300 salariés, puisqu'on le sait, c'est une catégorie d'entreprises qui bénéficie aujourd'hui, qui ne bénéficie plus de fonds mutualisés.
auprès de leur OPCO, et pour autant catégorie intermédiaire PME, ETI, qui auraient bien besoin d'être accompagnés financièrement s'agissant de leur plan de développement des compétences. Voilà, donc ça, c'est quand même à suivre. C'est intéressant d'abord de voir si l'ANI sera effectivement conclue par les partenaires sociaux, ça, j'ai pas trop de doutes, mais surtout de suivre un peu l'actualité légale pour voir dans quelle mesure le ministère du Travail reprendrait à son compte ces différentes propositions qui figurent dans l'ANI du 10 avril dernier. Voilà, il me reste peut-être 2 minutes avant d'ouvrir ce temps de questions-réponses. Pierre, si tu en es d'accord, je vous propose peut-être sur l'actualité jurisprudentielle, vous le retrouverez à la fin de ces slides 34 et 35. Voilà, c'est ça. Vous avez 2 slides qui résument, synthétisent, on va dire, l'actualité jurisprudentielle qui me paraissait intéressante de commenter sur ces derniers mois en matière de formation professionnelle. Vous avez 2 slides parce que vous avez une slide qui concerne la jurisprudence prud'homale qui a été rendue à l'endroit des entreprises s'agissant de leur obligation de former, et puis une deuxième slide qui concerne les organismes de formation. Alors là, c'est intéressant, vous le voyez, je vous propose peut-être de commenter d'ailleurs celui-là. On a un arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de juillet 2023 qui est venu quand même requalifier un contrat de sous-traitance pédagogique en contrat de travail. Bon, ça, c'est un peu l'épée de Damoclès classique autour de cette question de recourir à des sous-traitants pédagogiques. Effectivement, il faut faire attention quand vous recourez à des sous-traitants pédagogiques, d'abord de formaliser un contrat de prestation de service, un contrat de sous-traitance pédagogique avec des clauses un peu béton quand même qui permettent de sécuriser et d'éviter les risques, les indices de requalification en contrat de travail. Et un des indices qui est assez déterminant pour les juges, c'est de savoir qu'est-ce qui conçoit les supports pédagogiques, qui est-ce qui finalement détermine un peu la matrice des outils pédagogiques qui vont être utilisés par le pédagogue, par le formateur. Il est évident que si tout est fourni par l'organisme de formation de façon un peu clé en main, avec des directives très précises auprès du sous-traitant pédagogique, finalement, il aura plutôt vocation à être assimilé à un salarié et non pas à un véritable sous-traitant, puisqu'effectivement, quelque part, les juges considèrent qu'il n'a pas d'indépendance dans la façon dont il intervient pendant les cours, pendant les sessions pédagogiques. Et donc là, il peut potentiellement y avoir un risque de requalification en contrat de travail. Voilà, une autre JP juste au-dessus, tribunal administratif de Toulouse. Là aussi, c'est un sujet, me semble-t-il, d'actualité, puisque on voit quand même que le recours à la formation distancielle se développe énormément. Eh bien, attention, la formation à distance suppose un accompagnement individuel. En tout cas, c'est ce qu'a considéré le juge administratif. Et donc, effectivement, les seuls relevés de connexion ne suffisaient pas pour déterminer la réalité de la prestation à distance. Il faut pouvoir démontrer l'accompagnement pédagogique qui a pu être proposé pendant la séquence de formation à distance. Voilà, j'en ai terminé, les 11h45. Je vous propose peut-être effectivement de réserver ce petit plan d'échange. Eh ben exactement, merci beaucoup Sabrina. Donc comme je vous le disais, vu qu'il y a du monde et il y a pas mal de questions, en tout cas on va commencer par toutes les questions qui sont dans l'onglet questions, et je vais commencer par celles qui ont le plus de votes. Première question qu'on a de Alban. Alban nous demande, en tant qu'employeur, est-ce que le fait d'accorder la mobilisation du CPF sans l'abonder, mais sur le temps de travail, permet de répondre à ses obligations? Alors, oui, pardon. Vas-y. J'y vais ou pas? Je suis pour moi, mais si je peux te laisser. Enfin, en fait, ça dépend de quelles obligations on parle. Ce qui est sûr, c'est que accorder un CPF sur temps de travail, c'est déjà en soi une première forme d'abondement, quelque part, puisque comme il est accordé sur temps de travail, l'employeur accepte de maintenir la rémunération du salarié, alors qu'il n'a aucune obligation de le faire. Donc, à mon sens, c'est bien une première forme de co-investissement, très clairement. Et donc, ça, de mon point de vue, c'est donc une action de formation qui peut être topée comme étant une formation non obligatoire, qui aurait donc été cofinancée par l'employeur dans le cadre des entretiens professionnels à caractère renforcé que vous devez organiser tous les 6 ans. Voilà. Alors après, comme la question est un peu ouverte, je ne sais pas si c'est de cette obligation-là dont vous parliez. Pour compléter mon propos, je dirais quand même que, attention,
On est très focus autour de ces obligations liées à l'organisation des entretiens professionnels à caractère renforcé, parce que maintenant, on a une sanction mécanique de 6 000 € au titre de l'abondement CPF si on ne respecte pas ces engagements. Mais je vous rappellerai quand même que, indépendamment de cette obligation très, très spécifique, cette contrainte financière particulière, toutes les entreprises, et là d'ailleurs, c'est pas uniquement les entreprises à partir de 50 salariés, elles ont bien une obligation légale qui est d'assurer l'adaptation au poste et au maintien dans l'emploi de leurs collaborateurs tout au long de la relation de travail. Et par rapport à cette obligation-là, il est évident que si vous avez un salarié qui est présent chez vous depuis 10 ans, qui ne suit aucune formation dans le cadre du plan et qui a pu une fois mobiliser son CPF pendant son temps de travail pour suivre une formation, eh bien, considérerais moi, par contre, pour le coup, si j'étais juge prud'homal, je considérais que c'est un peu juste pour démontrer que vous avez, vous, satisfait votre obligation d'assurer l'adaptation au poste et le maintien dans l'emploi. Voilà. Même si vous avez satisfait à votre obligation liée aux entretiens à caractère renforcé, ça vous a permis d'éviter l'abondement en sanction des 3 000 €. Oui, voilà, tu couvres les deux. On est sûr qu'on a répondu à la question, je pense, que tu couvres les deux grandes obligations. Mais c'est bien de distinguer que c'est pas parce qu'on répond à l'une que de fait ça répond à la deuxième. Ouais. Tout à l'ère où les compétences évoluent beaucoup plus vite avec l'impact des IA, il va sûrement y avoir des sujets là-dessus. Mais c'est clair. Jade, un complément ou c'est bon pour toi? Non, c'est bon. Sur celle-là, ça va. On a Loïc qui nous demande, dans le cadre d'une formation en dehors du CPF mais financée par un OPCO, l'intervenant sous-traitant doit-il nécessairement avoir un NDA ou celui de l'organisme suffit-il? Alors, dans tous les cas, le sous-traitant pédagogique, il doit avoir un NDA. CPF, pas CPF. Oui. Voilà, c'était la réponse. Exactement. Je pense que c'est allé suffisamment vite et c'est suffisamment complexe pour qu'il y en ait beaucoup qui ne l'aient pas encore. Vu les échanges que j'ai avec certains organismes. Mais bon, la réponse est claire. Question de Cécile. Pour clarifier, dans un cas hors CPF, il n'est plus possible de faire animer une formation sous-traitance sans que le formateur n'ait pas de NDA. Donc ça, on vient d'y répondre. Donc même en interne, plus de possibilité d'appeler formation une intervention par un cabinet d'avocats, par exemple, demande Cécile. Si vous avez une académie interne avec NDA. Moi, j'aurais tendance à dire que s'il y a du financement public qui est sollicité à un moment ou à un autre, il faut un NDA. Et vous ne pouvez pas appeler n'importe quoi une formation. S'il n'y a pas de financement public, vous faites bien ce que vous voulez et vous pouvez appeler ça une formation si vous voulez, même si c'est probablement plus raisonnablement un coaching ou une initiation ou une masterclass. Il y a plein d'autres termes possibles pour prévoir ce genre d'événement dans votre entreprise. Sabrina, à vous les studios. Non, mais tout à fait. D'ailleurs, en fait, beaucoup de cabinets d'avocats, quand ils font de la formation, il faut qu'ils aient un NDA et potentiellement certifié Calliope. Donc, nous-mêmes, Littler France, on a un NDA. Enfin, il y a beaucoup de cabinets, j'ai beaucoup de confrères qui sont maintenant bien au fait quand même du sujet et qui ont fait ce qu'il fallait pour être déclarés en tant qu'organisme de formation. Après, quand on a son académie interne, on peut parler de formation, même pour des formats qui ne sont pas des formations, et on peut mettre dans un plan de développement des compétences quelque chose qui ne répond pas strictement à la définition d'une action de formation, pourvu qu'elle serve le développement des compétences. On a cette liberté, il n'y a pas de contrainte en soi. Ça dépend après si vous visez de remplir une obligation de formation, comme la première question à laquelle on répondait. Là, la question, elle ne se pose plus dans ce cadre. Mais vu que je vois souvent la question se poser, on peut parler on est quand même libre de parler d'une action de formation, même si c'est un petit webinaire qui est proposé par l'académie interne. On n'est pas tenu ensuite par des enjeux juridiques spécifiques parce qu'on a appelé une action formation. Sauf si on se dit, moi maintenant que j'ai dit que c'était une formation, mais pour un webinaire dans lequel il y avait 0 accompagnement, je considère que j'ai répondu à mon obligation d'adaptation au poste ou de formation tous les 6 ans, etc. Là, évidemment, la réponse n'est plus la même. Il y a Gwenaël qui demande en quoi la FES permet d'avoir des financements autres que le plan de développement des compétences. Alors moi, ce que j'en ai compris, c'est que la FEST s'est effectivement rattachée au plan de développement des compétences si vous avez moins de 50 salariés. Mais pour les entreprises de plus de 50 salariés, en fait, certains OPCO
utilise la modalité d'AFEST la rattache à des modes de financement à part, qui ne sont donc plus du plan de développement des compétences. Alors moi, j'ajouterais peut-être juste pour préciser ce point-là qu'en fait, la FEST, c'est pas un dispositif d'accès à la formation en soi, hein, c'est une modalité pédagogique. En fait, c'est comme la FOD, c'est comme la formation à distance. La FEST, c'est une modalité pédagogique, c'est une formation dite en situation de travail qui doit répondre d'ailleurs à certaines conditions réglementaires précises, hein, pour pouvoir être reconnue comme étant une AFEST en tant que telle. Donc, la FEST, c'est comme la FOD, comme le e-learning. En soi, ça ne permet pas d'obtenir des financements de façon particulière, enfin en tant que tel. Encore une fois, c'est pas un dispositif d'accès. Après, il se trouve qu'il y a une expérimentation récente qui a été menée pour potentiellement intégrer de la FEST dans le cadre de contrats de pro dits à titre expérimental, avec effectivement un cas d'usage bien spécifique qui permet là, dans ce cadre-là, des prises en charge financières particulières. Mais j'aurais quand même tendance à dire que gardez l'idée que la FEST, c'est une modalité pédagogique. Voilà. Si vous trouvez que ça fait sens et que c'est intéressant d'y recourir, avec ou sans financement d'ailleurs, très bien, c'est comme le e-learning en fait. Oui, en fait, ça fait partie des éléments de votre bagage pédagogique que vous devez conserver quand vous allez chercher des financements. En fait, c'est chercher des financements publics pour certains interlocuteurs, c'est une négociation. Donc, soyez à l'écoute de dont vous avez besoin pour votre entreprise, mais également ce que vont porter les financeurs, quels sont les objectifs qu'eux essayent d'atteindre, qu'est-ce qu'ils ont à disposition, quelles sont les enveloppes qu'ils ont pour faire quoi. Et en fait, soyez négociateur, en fait. C'est un bon conseil. Alors Jeanne, tu disais tout à l'heure que typiquement pour Calliope, il faut faire sa veille et que ce webinaire peut faire partie des éléments de veille. Il y avait déjà eu des questions dans le chat, mais là je vois la question de Cécile. Qu'en est-il de l'élément de preuve pour attester d'une participation à un séminaire ou à un webinaire de ce type? Eh bien, ça pour le coup, ça se rattache en fait à tout ce qui va être votre suivi de veille que vous faites de toute manière pour Calliope et ou votre plan d'amélioration continue que vous faites de toute manière pour Calliope, qui sont dans les deux cas en fait des tableaux dans lesquels vous notez soit dans le cas de l'amélioration continue en fait les éléments d'amélioration que vous souhaitez faire évoluer, soit dans le cas de la veille en fait toutes les actions que vous faites de veille, donc lire des articles, participer à des webinaires, participer à des événements, organiser des formations en interne. Alors je mets formations, donc si à l'occasion d'une réunion quelqu'un dit je vous fais un point d'actualité sur tel élément, en fait ça peut compter comme ça compte comme une action de veille. Donc ça, de toute manière, vous devez le stocker quelque part, prouver que ça a eu lieu à telle date, et comme évidemment, à moins de vous faire un quiz sur le contenu, à moins que l'auditeur ne s'amuse à vous faire un quiz sur le contenu, ce qui ne devrait pas arriver parce qu'ils ne sont pas tordus non plus. Ce qui est intéressant, ce qui est suivi par l'auditeur, c'est quelles sont les actions que vous en déroulez. En fait, ce qu'on veut voir, c'est que vous fassiez une veille et que vous fassiez une veille actionnable. Donc, ce que je vous recommande quand vous faites en gros, quand vous participez à un webinaire comme celui-ci, indiquez avec qui vous l'avez fait, qui dans l'entreprise l'a fait avec vous, si vous l'avez partagé à certaines personnes, et mettez vos notes, ou des notes, on va dire, rapides, pour dire j'ai trouvé un super interlocuteur pour tel sujet, à suivre en 2025. Note pour plus tard, ce genre de choses. Oui, ce formalisme suffit. Hein. Oui, c'est ça. Ils sont pas, les auditeurs, ils sont pas là pour vous piéger. Hein. Ils sont là pour s'assurer que vous vous levez le matin en sachant ce que vous aviez prévu de faire dans la journée. Alors Sabrina, tu parlais tout à l'heure de la sanction financière si l'entretien pro non réalisé. Et il y a Isabelle qui demande si c'est bien toujours à 3 000 € parce qu'elle a entendu que ça devait passer à 6 000 €. Ton micro est coupé. Oui, tout à fait, pardon. Oui, non, je vous confirme, c'est bien 3 000 €. En fait, ça peut être 6 000 € uniquement si l'entreprise ne s'exécute pas après une première mise en demeure adressée par les inspecteurs du travail. Donc, c'est le 6 000 €, le x2, c'est uniquement en cas d'inexécution sur première mise en demeure. Donc, on est bien sur 3 000 €.
Très bien. Je vois, Jade, que tu as déjà répondu à Isabelle en mettant le lien du guide de la V9. Je crois que ça avait été partagé dans le chat aussi, hein, pour celles et ceux qui cherchent le lien. Sinon, remets-le. Jade, sinon tu peux remettre les liens dans le chat pour que les gens puissent les trouver. Yes, absolument. Alors, dans les questions bien techniques, Natacha demande à un organisme de formation qui a subi un déréférencement général l'année dernière et qui est de nouveau référencé par la Caisse des dépôts, peut-il sous-traiter ou être sous-traitant? Alors, il peut sous-traiter, mais il ne pourra pas être sous-traitant. Ok. Sandrine demande sur les replays. Donc, oui, si vous êtes inscrite au printemps, la semaine prochaine, vous recevrez le lien de tous les replays de cette semaine. Alors, question, on y a répondu. Transition professionnelle, est-ce que vous avez des communications ou des statistiques autour de l'utilisation du dispositif Transition Pro? Transition pro, vous voulez dire transition collective ou projet de transition pro? Transition collective, c'est une expérimentation qui a été déclinée à partir du PTP et du congé de mobilité. Bon, là, je suis désolée, je jargonne un peu, mais bon, bref, qui d'ailleurs, à l'instar de ce que je viens de dire, comme je jargonne un peu, bah, finalement, d'ailleurs, c'est une expérimentation qui n'a pas très bien fonctionné parce qu'elle était trop complexe et trop d'acteurs en présence. Bon, bref. Donc, on peut pas dire que la transition collective est vraiment décollée. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le sujet de l'accompagnement des reconversions professionnelles a été clairement mis sur la table par le ministère du Travail pour essayer de repenser tous ces dispositifs de formation et faire en sorte qu'ils soient plus simples, plus lisibles et plus facilement accessibles pour accompagner toutes ces logiques de transition professionnelle. Merci Sabrina. Et puis, avant de... Vas-y. Ouais, j'allais compléter en disant du coup le rapport dont je parlais en début de présentation, France Compétences a fait l'effort de référencer l'intégralité des études qu'ils font. Donc c'est tout nouveau, c'est depuis janvier qu'ils ont tout. Donc allez sur le site de France Compétences, je vois qu'ils ont publié un rapport sur les parcours de reconversion professionnelle. Donc il y a probablement des infos intéressantes à aller piocher là-dedans. Voilà. Et une question de Charline. Vas-y Sabrina. Sur la VAE, ouais, que j'ai sous les yeux là sur la VAE à propos du statut d'architecte accompagnateur de parcours. Oui. Le AAP. Alors non, cette notion là de AAP, architecte accompagnateur de parcours, a été créée spécifiquement pour le cas d'utilisation de la VAE sur la plateforme France VAE. Donc, il n'est pas prévu effectivement de dispositif équivalent dans le cadre d'un usage de la VAE selon les règles de droit commun, si j'ose dire. Sachant que, en fait, pour être très clair, à terme, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur une version un peu bêta de la plateforme France VAE qui ne référence, Jade nous l'a dit, que 200 certifications à date. L'idée, c'est qu'à terme, toutes les certifications RNCP-RS soient basculées à terme sur la plateforme France VAE pour faire en sorte effectivement que le droit commun là l'usage de droit commun de la VAE se fasse via la plateforme France VAE et donc permettre notamment à toutes les personnes qui s'engagent dans un parcours de VAE de pouvoir bénéficier de cet accompagnement justement via ces architectes accompagnateurs de parcours qui vont effectivement être accessibles. Tout ça va être proposé de façon dématérialisée en ligne. Dès la configuration et l'inscription en ligne de la personne sur la plateforme France VAE. Ok, bien, très clair. Sauf s'il y a d'autres questions qui sont arrivées, je vais trier par date pour avoir parce qu'on arrive quasiment au terme. Là, je vois qu'il est midi. On a une toute petite question de Massen qui demandait NDA, juste pour être sûr sur la définition. C'est donc le numéro de déclaration d'activité, qui est un numéro qu'obtiennent les organismes de formation quand ils se déclarent, comme son nom l'indique. Rien à voir avec le non-disclosure agreement, en tout cas dans ce cas-là. Et on va prendre une dernière question. Il y a Mélissa qui demande si la VAE collective est toujours d'actualité avec la réforme. La VAE collective ? Oui. Toujours d'actualité en cadre de la réforme.
on peut toujours envisager une VAE dite collective, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, prévoir qu'il y ait plusieurs salariés qui s'engagent dans cette démarche de VAE collective. Après, effectivement, il n'y a pas de mesures spécifiques qui viennent soutenir particulièrement cette démarche, donc dite de VAE collective. Et j'ai même envie de vous dire, finalement, le sens de la réforme, c'est plutôt un retour à l'individualisation, puisque via la plateforme France VAE, on est quand même sur quelque chose qui est très, comment dirais-je, bilatéral, enfin très individuel en fait. C'est au même titre que d'ailleurs le titulaire du CPF qui va sur la plateforme pour s'inscrire à une formation via son CPF, eh bien vous allez maintenant avoir des bénéfices, enfin des usagers qui vont sur la plateforme France VAE s'inscrire en ligne, donc a priori tout seul, bénéficier d'un accompagnement en ligne via ces AAP, mais tout ça se fait de façon au niveau individuel, au niveau de la personne. Ok. Non, pas de complément finalement sur le dispositif. Jade, un complément sur cette partie non plus. Bon, et ben, C'est tout. Donc, on va s'arrêter là. Je vous remets nos adresses de contact pour celles et ceux qui auraient des questions. Un très grand merci, Jade et Sabrina. On a pu faire le tour de toute l'actualité des financements et de la réglementation de tous les sujets importants. Donc, merci beaucoup pour cette co-animation pour le dernier webinaire du printemps. Mais c'était un plaisir. Partagé. Et puis, donc, pour rappel, pour celles et ceux qui ont suivi le printemps, vous recevrez les slides et le replay de ce webinaire ce soir à 18h et dans un email la semaine prochaine. Je ne sais pas quand, parce que moi, je serai en vacances pour me reposer de cette semaine bien remplie, mais très chouette, avec tous les replays, toutes les ressources du printemps. Et donc, je répondrai à vos éventuels messages d'ici 2 semaines. Vous avez aussi donc l'email de Jade et de Sabrina si vous voulez prolonger les échanges. Et donc, je vous dis à toutes et tous bon appétit, bon week-end et à bientôt. Merci Pierre, merci Sabrina. À bientôt. Merci à vous, à très bientôt. Bonne journée.